L'Instant Mag de Magali Barthès. C'est un mal intemporel dont la courbe est exponentielle depuis les massacres du Hamas en Israël. L'antisémitisme, cette discrimination révoltante, est une hydre à tête multiple. Alors pour vous permettre de décrypter ce fléau, le Centre Fleck de Marseille avait convié différents spécialistes du sujet à l'espace Paul Benaïm dimanche 10 décembre. Si les préjugés se dissipent parfois avec le temps et que certains même s'effacent sous l'effet du ridicule, ceux qui ciblent les Juifs sont en revanche tenaces. L'historien roumain Carol Iancu, spécialiste de l'histoire des Juifs, des relations judéo-chrétiennes, de l'antisémitisme et de la Shoah, nous définit l'antisémitisme et nous fait aussi prendre conscience de l'absurdité de ce préjugé. C'est-à-dire que l'antijudaïsme, c'est la haine à l'encontre des Juifs du point de vue social et du point de vue religieux. Il y a un autre terme, c'est la judéophobie, la haine des Juifs en tant qu'étrangers, ça vient de xénophobie. Et là-dessus va se greffer à partir du 19e siècle l'idée de race. C'est-à-dire jusque-là, un Juif qui pouvait se convertir, il devenait un chrétien normal, disons. Mais à partir du moment où il y a l'idée de race, il y a une gradation dans les races. À ce moment-là, effectivement, les Juifs vont pouvoir être persécutés en tant que tels, même s'ils changent de religion, ils restent entre guillemets juifs et ils seront effectivement persécutés. Et c'est ce que j'ai développé dans mon livre, Les mythes fondateurs de l'antisémitisme de l'Antiquité à nos jours. J'ai essayé aussi d'expliquer comment ces mythes se recyclent d'une période à l'autre. Il y a là plusieurs mythes terribles dans le monde chrétien antique et même jusqu'aux années 50. Il y avait l'idée effectivement du déicide. C'est un terme terrible. C'est grotesque comment on peut tuer un Dieu. Pourtant, malheureusement, cette idée s'est maintenue et les Juifs ont été accusés d'avoir tué Jésus. Au lieu de mettre en avant que les Juifs ont donné au monde Jésus, Marie, les apôtres et la Bible hébraïque, eh bien, on a par une inversion psychanalytique, je dirais, et on s'en est pris aux Juifs comme quoi ils auraient tué Jésus en dédouanant Ponce Pilate. Et là, on peut entrer encore dans beaucoup de détails. Il y a eu d'autres mythes terribles, c'est le mythe du sang ou du meurtre rituel, comme quoi les Juifs auraient besoin pour la fête de la Pâque juive du sang chrétien qu'ils mangeraient avec la farine. Et ça, c'est un mythe qui s'est maintenu jusqu'en plein XXe siècle. Et il est encore vivant dans certains pays de l'Europe de l'Est, même aujourd'hui. La croyance populaire, les gens pensent que les Juifs auraient besoin du sang. Et d'autres mythes encore qui se recyclent. Alors il y a effectivement au Moyen-Âge, on accusait les Juifs d'empoisonner les puits pour détruire la chrétienté. Et aujourd'hui, on peut trouver des accusations comme quoi les Israéliens veulent empoisonner les Palestiniens avec la nourriture ou en inoculant la maladie du sida, etc. Voilà effectivement la problématique du recyclage des mythes qui vont d'une civilisation à l'autre et d'une époque à l'autre. Pour l'historien Nicolas Lebourg, spécialiste des extrêmes droites et chercheur au Centre d'études politiques de l'Europe latine CEPEL, l'antisémitisme reste profondément enraciné dans l'extrême droite. Date symbolique, c'est 1879, quand va apparaître le mot antisémitisme. Comment il va venir prendre de l'importance à l'intérieur des ligues, se développer cette importance, et comment cet antisémitisme va jouer un rôle plus ou moins structurant à l'extrême droite. Je dis plus ou moins, parce que bien évidemment, ça va dépendre des courants, des mouvements et des moments. Et là-dessus, on peut voir les idées, mais on peut voir aussi les faits. Pour mon humble part, j'ai travaillé sur les archives des services de renseignement, sur les violences racistes et les violences politiques. On voit clairement qu'effectivement, il y a des changements de régime. Par exemple, de 80 à 83, vous avez un écroulement des violences antisémites d'extrême droite et une explosion, plus de 125% des violences anti-maghrébines. Vous allez encore avoir, malgré ce qu'on raconte, des meurtres faits par des néo-nazis également, qui sont des meurtres antisémites. Et puis, vous allez avoir néanmoins une transformation des choses avec une focale qui va se faire sur l'islam. Et depuis 2015, dans la radicalité marginale, dans les groupuscules, un retour de plus en plus fort, un antisémitisme de plus en plus virulent et qui arrive même à des niveaux supérieurs à ce qu'on a connu dans les années 60-70 dans les groupuscules néo-nazis de l'époque. Donc c'était essayer, si vous voulez, de faire toute cette typologie et toute cette variété des attitudes, parce que le problème, c'est que souvent on prend les choses de manière très monolithique. Il y a des gens qui vont dire l'extrême droite c'est un bloc, elle est toute antisémite, ou qui vont dire l'extrême droite c'est un bloc, elle n'est pas du tout antisémite. Les deux sont faux, bien évidemment, et donc voilà, j'ai essayé de faire ça, cette typologie. Et la provocation fait partie des outils utilisés dans la diffusion de la parole antisémite,
qui transparaît derrière la réécriture de l'histoire. Jonas Pardo, formateur à la lutte contre l'antisémitisme, nous explique d'où vient cette accusation honteuse de collusion sionisme-nazisme. Pour comprendre le présent, il faut remonter dans la longue histoire des accusations faites aux Juifs, et l'accusation de collusion sionisme-nazisme se crée dans la Russie soviétique et vient raconter de manière complètement infâme. Donc cette accusation vient réécrire l'histoire de la Shoah en expliquant que finalement les sionistes auraient collaboré avec les nazis contre le communisme. Et c'est cette idée qui vient associer donc Israël au pire des États fascistes, etc., qu'on retrouve beaucoup actuellement dans les accusations actuelles et qui est liée, oui, à l'histoire de l'antisémitisme. À la base de cette réécriture de l'histoire, c'est la mise en lumière donc de l'accord Havara, l'accord de transfert entre effectivement une partie du mouvement sioniste allemand et le parti nazi. Pierre Vidal-Naquet le décrit comme l'alliance de la corde et du pendu, c'est-à-dire que c'était une mesure exceptionnelle qui avait pour objectif de faire sortir des juifs d'Allemagne pour qu'ils puissent immigrer en Palestine, et c'était donc un montage financier qui permettait à ces juifs d'immigrer. Et d'ailleurs cet accord a fait l'objet de beaucoup de débats à l'intérieur du mouvement sioniste lui-même, puisqu'il y a eu une campagne de boycott international à l'égard de l'Allemagne nazie. Et au moment où cet accord est fait donc entre une partie du mouvement sioniste allemand et le parti nazi, ça crée des débats dans le monde juif énormes. Et donc cette histoire est montée en épingle finalement dans la Russie soviétique pour en faire un récit total, comme si finalement tous les sionistes avaient collaboré avec les nazis contre le communisme. Un nombre croissant de Français juifs se disent inquiets quant à leur avenir au sein de leur propre pays, et en même temps, l'échiquier politique et idéologique est en pleine mutation. Le sociologue Michel Vieviorka, qui étudie les mouvements sociaux et phénomènes comme l'antisémitisme, la violence et le racisme, nous explique. On a un échiquier politique où les forces classiques ne sont absolument pas antisémites, une gauche de la gauche qui flirte avec ça, et une extrême droite qui dit c'est plus nous, mais des ultras non inscrits dans les institutions politiques qui eux, continuent à se mobiliser là-dessus. Nous avons en France une conception de la République qui est partagée par tout le monde aujourd'hui. Alors dans le temps, il y a un siècle et demi plus tôt, on était républicain ou anti-républicain, et cette conception de la République à peu près partagée par tout le monde a ses tenants, disons, soft, et ses tenants durs. Et parmi les tenants durs, des gens qui défendent une ligne très dure, la laïcité doit être dure, la République doit être intransigeante, il faut lutter contre le moindre soupçon de communautarisme, etc. Manuel Valls, si vous voulez, pour illustrer mon propos, parmi ces gens-là, jusqu'ici, il y avait quelque chose qui rendait impossible tout rapprochement avec le Rassemblement national. C'était la question juive. Car tous ces républicains, même les plus, à mon sens, réactionnaires, ou qui défendent en tout cas une conception dure et plutôt conservatrice, en tout cas, de la République, l'ordre, la répression, etc., tous ces gens-là luttent farouchement contre l'antisémitisme et défendent Israël. Il y a d'ailleurs beaucoup de juifs dans cet univers. Mais le jour où le Rassemblement national dit c'est fini l'antisémitisme, le barrage entre cet univers de personnes qui se réclament de la République avant de se réclamer de la nation, et ceux qui se réclament de la nation quand même avant de se réclamer de la République, ce barrage-là disparaît. Et donc, il faut s'attendre aussi à des évolutions idéologiques et politiques qui, moi, me laissent très préoccupé. Pour Tal Brutman, historien spécialiste de la Shoah et de l'antisémitisme, la question du moment antisémite qu'on est en train de vivre amène à réfléchir sur les choses du temps historique et sur le temps long pour essayer de comprendre ce à quoi on fait face aujourd'hui. Il faut aussi réfléchir à comment l'événement est reçu et quels sont les acteurs de ce moment-là. Autrement dit, comment est-ce que, par exemple, le personnel politique ou des intellectuels participent soit dans la lutte et le rejet du déferlement antisémite qu'on est en train de voir, ou soit sont en train de l'instrumentaliser, ce qui est aussi patent dans un certain nombre de cas pour du personnel politique. Et de là découle énormément de constats, soit en termes d'absence de prise d'opposition ou de prise d'opposition problématique, et de questionnement sur
quelle est la réception par la population française des manifestations antisémites. Quand on regarde, et sur les études d'opinion qui ont été réalisées depuis quelques semaines, on voit que la majorité des Français le rejettent, mais qu'on a aussi une proportion non négligeable de personnes qui sont favorables à des manifestations d'antisémitisme sous diverses formes. Tout ça montre qu'on est face à un moment où il y a énormément de choses qui se cristallisent et face auxquelles la question est de savoir quelles vont être les conséquences. C'est-à-dire, est-ce que la réaction va être suffisante pour contrer le moment antisémite qu'on voit, ou au contraire, il y a des choses qui vont sédimenter et qui vont nourrir un antisémitisme qui est présent dans une minorité, mais qui est présent au sein d'une partie de la population française comme dans d'autres pays. Et cette lutte contre l'antisémitisme, elle se construit aussi à l'école, à travers notamment l'enseignement de la Shoah remis en cause dans certains quartiers. Bernard Ravet, ancien principal de collège du centre-ville et des quartiers nord de Marseille, espère un sursaut. On est un peu dans cette situation compliquée, c'est-à-dire qu'il y a aussi un antisémitisme affiché, non pas contre les écoles juives, mais contre la culture et l'histoire qui met en œuvre le peuple juif. On a appareillé de manière officielle l'antisémitisme, mais il s'avère aujourd'hui qu'on en parle de moins en moins et on essaye de le fondre avec, pourtant on est en train d'apprendre là ce que c'est que la spécificité de l'antisémitisme. On est en train de le fondre dans une discrimination comme une autre, un racisme comme un autre. Or, si vous voulez, ce qu'il y a de très grave, c'est que en ayant cette posture-là, qui n'est pas une posture droit dans ses bottes. Certains profs se retrouvent, ils s'autocensurent, ils ont peur de la réaction des élèves, et certains profs vont faire l'impasse sur la Shoah. Et je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est revenir à cette idée que on doit être très ferme. Le moindre geste et le moindre parole antisémite, vous savez, la vieille formule, donne pas. Tu me donnes pas une feuille, tu n'es qu'un sale juif, on ne doit même pas la laisser passer. Il ne faut rien laisser passer, en effet, car défendre les juifs, c'est combattre pour la démocratie. Et aussi parce que même si le Rassemblement national prétend lutter contre l'antisémitisme et se ranger dans l'arc républicain, il ne faudrait pas qu'il prenne trop d'importance. L'Instant Mag de Magali Barthès.